Bonjour mesdames, messieurs, chers étudiants. Cette vidéo est la suite de la première vidéo qui portait sur la conceptualisation et les fondements de l'action humanitaire. Cette deuxième vidéo porte sur la structuration de l'espace humanitaire. J'ai rappelé en introduction de ce séminaire que nous sommes dans un contexte international fait de complexité géopolitique croissante où l'action humanitaire rencontre beaucoup de difficultés avec des tentatives d'instrumentalisation et de récupération politique par divers acteurs. Et la communauté humanitaire se sent de plus en plus dépossédée de son propre objet, manipulée par les États et les entreprises multinationales, vampirisée par des logiques d'intérêt et de puissance, ce qui fait que l'action humanitaire donne lieu à des débats qui sont parfois excessivement passionnés, sinon passionnels. Mais aucune opération humanitaire ne peut être exemple de critique. Comme toute œuvre humaine, elle a ses limites, elle a ses imperfections. Faut-il pour autant jeter le bébé avec l'eau du bain? Rappelons ce que c'est l'action humanitaire, comme nous l'avons montré dans la première vidéo. Il s'agit de protéger et de sauver des vies dans des situations de crise humanitaire liées aux conflits ou aux catastrophes naturelles. C'est ça l'objectif. Et donc, l'espace humanitaire est caractérisé par une diversité d'acteurs humanitaires, la diversité d'acteurs. Ça, c'est le premier point important. Et nous verrons que cette diversité, chaque acteur a une sociologie particulière, des intérêts particuliers, des démarches particulières, même si au demeurant, les principes humanitaires sont communs et universels. D'abord, la diversité des acteurs. L'espace humanitaire est multiculturel et interrelationnel. Nous avons les ONG locales, les églises locales par exemple. Nous avons les ONG dites internationales, même si leur statut juridique n'a rien d'international. Nous avons certaines organisations ou agences internationales. Nous avons des structures étatiques comme les armées, les forces de défense et de sécurité, les autorités politiques nationales ou locales. Nous avons les agences de développement et les agences de financement, les bailleurs de fonds internationaux. Nous avons également des sociétés privées, nationales ou multinationales, qui interviennent sur le terrain humanitaire. Donc il y a un mélange d'acteurs. Mais tous ces acteurs-là, qui interviennent dans une opération humanitaire, ne sont pas forcément des opérateurs humanitaires. Une entreprise qui conclut un contrat de fourniture de services avec une ONG humanitaire ne devient pas par conséquent une entreprise humanitaire. Une armée qui assure la protection d'un convoi humanitaire ne devient pas une armée humanitaire. Donc il faut éviter le mélange de genres. Il faut éviter le saupoudrage et l'instrumentalisation conceptuelle de l'action humanitaire. Ce n'est pas l'opération à réaliser qui vous confère le statut d'action humanitaire. Ce sont votre objet et les principes qui sont ceux de l'action humanitaire, le respect de ces principes, l'ancrage dans ces principes qui vont vous conférer le statut d'acteur humanitaire. Donc, point n'est besoin de rappeler qu'il n'y a pas d'armée humanitaire, il n'y a pas d'entreprise humanitaire,
comme certains pourraient le croire ou le laisser penser. Parmi les principales institutions humanitaires, et il y en a beaucoup aujourd'hui, on parle de près de 5000 organisations dans le monde, d'inégales valeurs juridiques, avec des configurations particulières, des réseaux, des organisations seules, etc., des associations, des agences, etc. Bref, il y en a beaucoup. On ne peut pas tous citer, ce serait très long et très fastidieux. Mais on peut caractériser. Il y a des interventions techniques qui sont faites par certaines structures des Nations Unies. Mais cela ne veut pas dire que les Nations Unies deviennent un opérateur humanitaire dans le sens strict du terme. Il y a là un débat. Mais nous avons quand même des institutions au sein des Nations Unies qui ont un rôle majeur dans le déploiement de l'action humanitaire. On peut citer principalement le Bureau de coordination des affaires humanitaires, qu'on appelle en anglais OCHA. Allez, comme je l'ai indiqué dans le cours, sur le site Relief Web. Vous allez voir ce que fait OCHA, ses missions, son déploiement sur le terrain. Je pourrais également citer certaines agences spécialisées des Nations Unies, comme le HCR qui s'occupe des réfugiés, comme l'OMS qui s'occupe des problèmes de santé, comme la FAO qui s'occupe des problèmes de l'alimentation, comme le PAM qui s'occupe de la distribution de la nourriture, comme l'UNICEF qui s'occupe de la situation des enfants, etc., etc. Donc, il y a plusieurs agences, chacun ayant un mandat précis, se déployant selon son statut et ses règles particulières. Nous avons plusieurs organisations de la société civile, locale ou internationale. Des organisations bien connues, comme Médecins sans frontières ou Médecins du monde. Des organisations historiques, comme le Comité international de la Croix-Rouge, qui a mandat, au titre des conventions de Genève, par exemple, pour visiter les prisonniers de guerre, etc. Offrir sa médiation éventuellement. Nous avons des organisations nouvelles, mais bien structurées, comme l'Action contre la faim, l'ACF, etc. Bref, nous avons donc là, dans le paysage, dans l'espace humanitaire, plusieurs acteurs. Maintenant, regardons quelle est la sociologie générale de ces acteurs humanitaires. D'abord, une question qui est souvent posée, existe-t-il un humanitaire d'État? L'État n'est pas un acteur désintéressé, l'État n'est pas un acteur neutre. L'État ne peut pas être un acteur impartial. Donc déjà là, au regard de ces principes-là, de neutralité, d'impartialité de l'action humanitaire, l'État devait être disqualifié comme acteur humanitaire. Il n'en reste pas moins que l'État est pourvoyeur des financements et de l'aide humanitaire. Ce sont les États qui mettent à la disposition des organisations humanitaires les moyens financiers, les moyens matériels pour pouvoir agir sur le terrain. L'État lui-même dispose des capacités d'intervention humanitaire, soit par ses armées, qui ont une capacité de projection sur les terrains en conflit, soit par certains des opérateurs de l'État, comme la sécurité civile, les pompiers, etc., qui sont des dispositifs qui peuvent légitimement accompagner une action humanitaire de terrain. Pour autant, je ne pense pas qu'on puisse parler de l'action humanitaire d'État. Ce serait détourner les finalités et les principes de l'action humanitaire. Ce serait d'ailleurs créer une confusion et des incertitudes qui finalement vont desservir l'action humanitaire. Laisser croire à une alliance objectivée entre les acteurs humanitaires et les acteurs politiques de l'État pourrait laisser penser, et comme certains voudraient le faire croire, que l'État aurait une politique étrangère humanitaire. On voit d'ailleurs sur les sites de certains ministères des Affaires étrangères où le terme humanitaire est presque partout. Non. La politique étrangère de l'État est gouvernée par la recherche, la protection et la sécurisation des intérêts de l'État.
la politique étrangère d'un État n'est jamais neutre. Elle n'est pas impartiale. Elle opère des discriminations géopolitiques et stratégiques au profit de cet État, dans ses rapports avec les autres États. Il n'est donc pas nécessaire de prolonger indéfiniment ce débat qui consiste à vouloir repeindre les actions de certains États en actions humanitaires. Les finalités ne sont pas les mêmes, même si au demeurant, les résultats sur le terrain peuvent nous laisser penser que l'État agit également comme un acteur humanitaire. Agir comme un acteur humanitaire ne fait pas de l'État un acteur humanitaire. C'est un risque qu'il faut éviter. Cette confusion n'est pas au profit de l'action humanitaire, pourrait donc générer des tensions, des confusions, des incertitudes, y compris même de l'insécurité. Quant au personnel humanitaire, la deuxième articulation de ce chapitre, il faut d'abord parler des carrières humanitaires. Il faut d'abord parler des carrières humanitaires. Aujourd'hui, l'action humanitaire est devenue technique, complexe. Elle s'est professionnalisée. Parce qu'évidemment, les crises sont multidimensionnelles, multifactorielles et donc protéiformes. Ce qui exige la mobilisation d'une certaine expertise en termes de gestion de projet, en termes de logistique, en termes de santé, de nutrition, etc. La bonne volonté ne suffit plus. Les bons sentiments ne suffisent plus pour travailler dans le champ humanitaire. Il est nécessaire d'avoir des logisticiens professionnels. Il est nécessaire d'avoir des médecins professionnels. Il est nécessaire d'avoir des juristes professionnels, etc., etc., pour pouvoir offrir une action humanitaire de qualité, pour pouvoir donner aux populations victimes des crises des garanties que cette action humanitaire ne sera pas nocive pour elles. Le principe de nos armes ne va pas nuire à leur vie, à leurs intérêts. Et donc, il y a plusieurs carrières sur le terrain humanitaire. Je ne vais pas en faire ici un bréviaire. Des juristes, des logisticiens, des médecins, des nutritionnistes, des agents de sécurité, des financiers qui se spécialisent sur le terrain humanitaire. Mais ce qu'il faut retenir, que toutes ces carrières doivent se développer sous le basseau des principes humanitaires. On ne peut donc pas simplement présenter l'action humanitaire comme un simple champ professionnel. Non. Il y a des balises spécifiques, des balises éthiques, des balises juridiques spécifiques à l'action humanitaire, dans lesquelles toutes les pratiques professionnelles et tous les comportements des professionnels doivent s'inscrire. Il faut les respecter. Le deuxième aspect important est la sécurité du personnel humanitaire. J'ai cité tout à l'heure la Convention sur la sécurité du personnel national et du personnel associé, qui est un texte important. Je vous conseille de lire ce texte. Simplement de soulever deux points importants. Cette sécurité, elle tient d'abord principalement au respect des principes humanitaires. La neutralité et l'impartialité. Ce qui façonne, consolide cette sécurité. Dès lors que les parties belligérantes perçoivent l'action humanitaire comme une action neutre, impartiale, qui ne vise pas à offrir des avantages indus aux autres parties belligérantes, il est clair que ces belligérants auront confiance, peuvent laisser les acteurs humanitaires se déployer avec sécurité sur le terrain. Ça, c'est le problème. Le respect des principes humanitaires est le socle de la sécurité humanitaire. Le deuxième point important pour la sécurité, au-delà des normes juridiques que je vous conseille à lire dans la Convention et dans les textes pertinents,
mais c'est le comportement même des acteurs humanitaires eux-mêmes. Lorsque l'action humanitaire va se vautrer dans la marchandisation, dans la financiarisation, dans la quête du pouvoir et de la puissance, elle va nécessairement déboucher sur des tensions et sur des formes d'insécurité ponctuelle ou permanente. Et donc, d'un côté, le respect des principes et de l'autre, les comportements exemplaires des acteurs humanitaires eux-mêmes contribuent à forger et à consolider cette sécurité des personnels humanitaires. Naturellement, nous n'oublions pas la nécessité de sanctionner des comportements qui porteraient atteinte à l'intégrité physique ou morale des personnels humanitaires. Il est nécessaire que chaque État puisse engager des poursuites lorsque le personnel humanitaire est victime d'agression. Ces mesures sont susceptibles de dissuader certains groupes qui, pour diverses raisons fallacieuses, s'attaquent aux opérateurs humanitaires. Enfin, troisième point dans ce chapitre, n'oublions pas, les victimes bénéficiaires de l'action humanitaire. Les victimes des crises humanitaires sont les bénéficiaires. Mais nous pensons que ce ne doit pas être des victimes passives. Les bénéficiaires doivent être impliqués elles-mêmes dans l'action humanitaire. Parce que c'est de leur dignité qu'il s'agit qui est en jeu. Que les victimes doivent avoir non pas une place marginale dans l'action humanitaire, être simplement des récipiendaires, des sacs de riz. Mais il faut voir comment impliquer les victimes dans la recherche des solutions les plus efficaces, les plus adéquates, les plus efficientes, dans la sécurité même des camps ou des actions humanitaires, et dans le mieux vivre ensemble avec les communautés riveraines des camps humanitaires. Donc la question des victimes dans le déploiement d'une opération humanitaire est importante. Mais enfin, dernier point pour les victimes, la redevabilité de l'action humanitaire. Les victimes doivent également être destinataires des informations sur ce qui a été fait, comment cela a été fait, quels ont été les résultats atteints au regard des objectifs fixés initialement, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qu'on peut mieux faire. Donc, les leçons apprises sur le terrain doivent également profiter aux victimes pour permettre une dynamique d'amélioration qualitative de l'action humanitaire. Troisième chapitre, ce sont les enjeux et les défis opérationnels de l'action humanitaire. Cette vidéo aborde donc non seulement ce que nous avons vu dans le deuxième chapitre, dans le troisième chapitre, nous parlons des enjeux. Alors ces enjeux sont nombreux, on ne va pas parler de tout, c'est très fastidieux. Je vous renvoie à la lecture du cours. Mais le premier enjeu qui est important, c'est d'abord le contexte sécuritaire. L'accès à l'espace humain, la sécurité humanitaire. C'est le premier enjeu. D'ailleurs, le premier enjeu, le premier défi. Il n'y a pas d'action humanitaire dans des contextes insécurisés et violents. Oui, il y a la guerre. Mais la guerre, c'est entre les combattants. La guerre, c'est entre les combattants. Les non-combattants, les blessés, sont protégés par les conventions de Genève. Le personnel humanitaire qui doit intervenir pour apporter assistance et secours doit être protégé. Donc, la sécurité humanitaire est aujourd'hui l'une des préoccupations majeures de l'action humanitaire. Les prises d'otages, les violences et les rackets contre les acteurs humanitaires sont insupportables et doivent être sanctionnés. Certes, il faut voir la capacité des États
à offrir cette protection juridictionnelle. Elle est limitée. Mais il n'en demeure pas moins que les déplacements humanitaires ne peuvent pas faire l'objet d'attaques armées, de rackets, de confiscation de biens, de violences, y compris de crimes, etc. Ainsi, dans ce contexte, il y a deux types d'insécurité. Il y a une insécurité qui est classique, c'est-à-dire que l'insécurité qui est liée aux accidents, ça arrive, puisque nous sommes dans des situations très dangereuses. Tous les travailleurs humanitaires ne sont pas à l'abri des accidents, les accidents de route, des camions qui se retournent, des camions qui tombent dans un pont. Très récemment, nous avons vu des militaires qui sont morts noyés, les militaires congolais qui sont morts noyés en République centrafricaine. Bref, ça c'est l'insécurité traditionnelle dans un environnement insécurisé. Mais il y a une autre forme d'insécurité qui est liée au comportement erratique des combattants sur le terrain. Et cette insécurité, elle est de type politique, parce que ces acteurs, ces belligérants, décident de prendre volontairement à partie les acteurs humanitaires, soit pour les dissuader d'intervenir, soit pour les contraindre à intervenir avec une certaine discrimination, notamment au profit des populations que ces groupes armés contrôlent, soit même les contraindre, les racketter à offrir aux belligérants de la nourriture, etc. Donc, cette insécurité politique pose problème pour les acteurs humanitaires. Et cela nous laisse penser que cette insécurité a un impact sur les personnels humanitaires eux-mêmes. Les personnels humanitaires sont exposés à plusieurs situations insécurisées. On peut citer l'exemple des maladies sexuellement transmissibles, notamment le sida, qui menace les opérateurs humanitaires lorsqu'ils se livrent dans ces situations-là à des pratiques proscrites. Nous avons également diverses formes de traumatisme, parce que vivre l'action humanitaire n'est pas toujours une chose facile. Voir des gens mourir, voir des gens malnutris n'est pas une chose facile. Beaucoup de jeunes gens, finalement, craquent. Enfin, d'autres tombent dans le burn-out complet. L'espoir de sauver la dernière victime peut vous amener à l'épuisement total, à la perte des repères, parfois à devenir complètement fou, parce que ce sont des situations que l'on n'a pas toujours vécues dans sa vie. L'impuissance face à la souffrance d'autrui, face à la souffrance humaine, génère des traumatismes qu'il faut se prémunir, il faut en parler. Il faut connaître ses limites. Il faut savoir se reposer et dormir. Il faut savoir manger régulièrement malgré la volonté d'aider. Il ne faut pas penser que les médicaments seront la solution au sommeil et au repos. Il ne faut pas croire que ce ne sont que les bénéficiaires de l'action humanitaire qui comptent. Votre propre santé en tant que personnel humanitaire est aussi une question importante. Parce que si le personnel humanitaire n'est pas en bonne santé, ben ce personnel ne peut pas travailler correctement. Donc tout ça, ce sont des préoccupations importantes pour le personnel humanitaire. Et donc, cela nous amène à regarder rapidement les enjeux et les défis. Aujourd'hui,
le droit international humanitaire est mis en danger. La guerre totale contre le terrorisme, qui aujourd'hui structure les relations internationales, génère des comportements qui sont nocifs pour le droit international humanitaire. Notamment la justice d'exception, des concepts comme les combattants illégaux, qui sont des concepts douteux. Où on est combattant, on n'est pas combattant. Point. Donc tout ça soulève des problèmes. Comment prendre en compte ces éléments pour mieux affirmer, mieux consolider les principes humanitaires? L'on ne peut pas remettre en cause la distinction fondamentale entre les combattants et les non-combattants, qui est un aspect coutumier du droit international humanitaire. Il ne peut qu'y avoir des combattants et des non-combattants. Il n'y a pas de combattants illégaux. Ce vocabulaire veut s'infiltrer dans les conventions de Genève. Mais à la fin, c'est pour les détruire et les anesthésier. Et donc, nous avons là des défis sur la sécurité, sur le respect des principes, sur les personnels, sur la coordination de l'action humanitaire. Autant de questions sur lesquelles je vous conseille de lire le document court qui offre des éléments plus détaillés. Quatrième chapitre dans cette vidéo, ce sont les dilemmes et les problématiques de l'action humanitaire. Alors, il y a dans ces dilemmes et ces problématiques, d'abord, les dilemmes face au principe. Et le plus important, le principe d'humanité. Principe d'humanité. Car l'éthique humanitaire est fondée sur le principe d'humanité. Qui veut que l'on porte secours à toute personne se trouvant dans la détresse humanitaire? À la base de ce principe se trouve la notion de dignité humaine que nous voyons déjà dans le droit international des droits de l'homme. Tant que tout est calme, tout est volupté, comme dirait Baudelaire, la dignité humaine peut nous apparaître comme une notion abstraite, purement abstraite. Parfois on s'interroge, mais c'est quoi la dignité humaine? Comment elle est objectivée? Des débats académiques à ne point en finir sur cette dignité humaine. Mais, lorsque on se trouve dans des situations de conflit, dans des situations de catastrophe humanitaire, où l'appel au secours, dans sa gravité et sa tonalité forte, est lancé, on ne peut plus distinguer d'un côté les bonnes victimes et de l'autre les mauvaises victimes. Il s'agit désormais de sauver des vies, toutes les vies. Sauver les vies et toutes les vies autant que possible avec les moyens dont on dispose. Évidemment, à l'impossible, nul n'est tenu. Donc, la responsabilité humanitaire est articulée sur ce principe d'humanité qui nous apporte une réponse éthique et juridique sur ce que c'est l'action humanitaire. Cette humanité, cette dignité humaine a été parfois la base des justifications de ce que certains ont appelé l'ingérence humanitaire, certains ont appelé la solidarité humanitaire, le sans-frontiérisme, etc. Des débats controversés que j'ai déjà rappelés, que je ne souhaiterais pas revenir là-dessus. Beaucoup d'écrits, on peut lire là-dessus pour se faire une idée. Mais il n'y a rien qui nous laisse penser
qu'aujourd'hui, tout est acquis. Il y a toujours une urgence à protéger les principes humanitaires, notamment le principe d'humanité, de neutralité et d'impartialité. Ensuite, deuxième dilemme, deuxième problème, la prédominance de la gestion d'urgence aujourd'hui. Face au spectacle de la souffrance et de l'émotion, il y a l'impérieuse nécessité de sauvetage d'urgence. Stéphane Chauvier écrit d'ailleurs à ce sujet qu'il y a un devoir d'humanité, il y a un devoir d'humanité qui nous oblige tous à intervenir dans des situations d'urgence. Ce devoir d'humanité trouve son terme dans la restauration de l'autonomie d'autrui et l'on ne peut guère supposer que ce soit de manière normale que les personnes puissent se trouver en situation de vulnérabilité. Donc, il y a ce devoir d'humanité, l'obligation morale, éthique de venir en aide. D'ailleurs, même dans le droit national, la non-assistance à personne en danger est punie. Parfois, nous l'oublions. Alors, il s'agit probablement d'une extrapolation à l'international de ce principe. La non-assistance, personne en danger, est punie par le droit national. Troisième point, troisième principe, le principe de neutralité. La neutralité est considérée pour certains comme un principe sacré, fondateur de l'action humanitaire. Il s'agit, pour un opérateur humanitaire, à limiter son opération, son intervention au secours des victimes. Quelles que soient les victimes, quelle que soit leur obédience religieuse, leur accointance politico-idéologique, leur statut, etc., leur ethnie, leur race, ou tout ça. L'action humanitaire est neutre. Ce principe de neutralité est prescrit dans les textes réglementaires de la Croix-Rouge. Ce principe de neutralité est au cœur même de l'action humanitaire, en lien avec le principe d'humanité. Et donc, l'action humanitaire doit être neutre. Il ne s'agit pas de venir en aide à tel ou tel groupe au détriment de tel ou tel autre groupe. Il s'agit de soulager toutes les personnes qui sont victimes de l'action humanitaire, sans distinction de race, d'ethnie, de religion, etc. Nous assistons également, quatrième point, à une dissymétrie dans cette assistance humanitaire. Dans la plupart des cas, lorsqu'il y a une crise humanitaire, l'aide provient de l'extérieur, et plus généralement des parties du monde où se concentrent les richesses, notamment dans le monde occidental. Et donc, certains parlent d'une occidentalisation de l'aide humanitaire. Et derrière ce concept d'occidentalisation de l'aide humanitaire, on perçoit une instrumentalisation de l'aide humanitaire. Occidentalisation conduit à instrumentalisation de l'aide humanitaire. Je crois qu'il faut décrypter tout ça. Certes, à l'origine, ce sont les États riches qui pourvoient à l'aide humanitaire. Mais comme je l'ai montré dans les fondements, l'action humanitaire n'est pas une action occidentale. Elle trouve ses racines dans plusieurs préceptes culturels diversement répartis dans le monde entier. Il est vrai que dans sa forme opérationnelle, cette action humanitaire
a été principalement lancée par des opérateurs venus du monde occidental face aux crises vécues dans les pays du Sud. Mais à l'origine, elle s'est déployée d'abord en Europe elle-même. La bataille de Solferino, que je vous ai indiqué, ne s'est pas passée en Afrique ou en Asie. C'est en Europe, la bataille de Solferino. Donc, il faut faire la part des choses. Il faut faire le tri entre le bon grain et l'ivraie. On peut discuter, on peut être réservé sur certaines approches, avoir des appréhensions sur les formes occidentales du déploiement de l'action humanitaire, qui peut laisser penser à des formes d'instrumentalisation lorsqu'on voit l'action de certains États, de certaines agences internationales. Mais ceci ne doit pas nous conduire à décrédibiliser l'action humanitaire dans son ensemble, à imaginer un seul instant que toute l'action humanitaire serait occidentalisée et donc par ricochet instrumentalisée. Et qu'il faudra donc refuser d'emblée l'action humanitaire au motif qu'elle viendrait essentiellement des pays occidentaux. Non. C'est une approche fausse. C'est aussi une forme d'instrumentalisation par certains pouvoirs, par certains autocrates qui ne voudraient pas, qui pensent que les acteurs humanitaires viendraient pour regarder les crimes qui sont commis et aller témoigner. Ah oui, il y a aussi cette peur qui amène les pouvoirs autocratiques à fermer leurs frontières aux opérateurs humanitaires, de peur d'être dénoncés, de peur d'être jetés à l'opprobre de l'opinion publique internationale. Donc, instrumentalisation contre instrumentalisation, c'est l'action humanitaire finalement qui perd là-dedans. Un autre point important, toujours dans ces dilemmes, certains pensent que l'action humanitaire est devenue un vrai marché, un simple marché de biens et de services, avec des prétentions politiques, géopolitiques. Oui, il y a un marché, il y a un segment économique de l'action humanitaire. L'achat des biens, des véhicules, tout ça, etc., ben évidemment, ce sont des flux économiques. Il faut bien acheter la nourriture, il faut bien acheter des véhicules pour pouvoir réaliser une action humanitaire. Il faut bien acheter des médicaments, des prothèses, des tentes, etc. Il y a donc des entreprises qui fournissent des biens et des services au profit de l'action humanitaire. Mais elle-même, l'action humanitaire dans sa conception, ne devient pas une simple action économique. Non. Ce n'est pas une simple action économique. Il est certes vrai que des rapports, nombreux d'ailleurs, ont montré des liens parfois de corruption entre certaines entreprises et certains opérateurs humanitaires. Et telles actions ont été largement décriées, parfois médiatisées. Il est certes vrai que les entreprises se livrent des batailles féroces pour avoir des parts de marché auprès des acteurs humanitaires, pour fournir des matériels, pour fournir des prestations techniques, etc., etc. Des exemples vous sont donnés dans le cours. Il n'y a qu'à voir parfois des formes de sponsoring des multinationales sur certaines opérations humanitaires. Il y a des actes d'entourloupe, de concurrence déloyale, de délit d'initié, lorsque les marchés humanitaires, les marchés sont lancés par des opérateurs humanitaires. Il y a une concurrence féroce pour sélectionner certaines agences de sous-traitants ou des organisations locales qui coopèrent avec certaines organisations. Bref, il y a tout ça. Le segment humanitaire de l'économie internationale n'est pas exempt du vice et qu'on retrouve, le vice de la corruption que l'on retrouve dans l'économie internationale. Mais cela ne fait pas de l'humanitaire un simple marché économique. N'oublions pas ce qui est l'objectif principal, à savoir sauver des vies, protéger des vies dans des contextes de conflits et de catastrophes naturelles. Un dernier point
sur ce chapitre, c'est la codification de l'action humanitaire. Alors aujourd'hui, on assiste à une diversité et une prolifération des normes d'inégale valeur juridique, des normes techniques, des normes opérationnelles, des normes juridiques, des normes de coordination, etc. On a parfois du mal à se retrouver dans tout ça. Des recommandations sont faites, des manuels sont établis. Il faut parfois se munir d'une expertise de haute voltige pour pouvoir comprendre certains manuels, certaines techniques, certaines technologies humanitaires. Mais au-delà de ce paysage, de cette broussaille de normes juridiques et techniques, il ne faut pas oublier ce qui est essentiel. Il ne faut pas oublier ce qui est principiel dans l'action humanitaire, à savoir sauver les populations affectées par un conflit ou par une catastrophe naturelle. Les modalités opérationnelles peuvent donner lieu à des débats. C'est tout à fait légitime. La compréhension des principes et des normes techniques peuvent donner lieu à des tensions et à des contradictions. C'est possible. Et c'est d'ailleurs le cas. Mais n'oublions pas ce qui est le fondement et le cœur de l'action humanitaire. Enfin, dernier point pour terminer, c'est la défense de l'espace humanitaire. Alors beaucoup de rapports sont faits sur ça. D'une part, sur l'accès à l'espace humanitaire, nous l'avons évoqué. Il faut défendre les principes également, mais il faut défendre aussi la qualité de l'aide humanitaire à travers la professionnalisation, la labellisation et la normalisation de l'action humanitaire. Ce sont des éléments importants, parce qu'il ne suffit pas aussi de parler simplement de la sécurité, il faut parler de la qualité de l'action humanitaire. Il faut coordonner cette action humanitaire. Nous avons aujourd'hui le débat sur ce qu'on appelle le nexus humanitaire, à savoir comment mettre ensemble les acteurs du développement, les acteurs de la paix et les acteurs humanitaires ensemble, pour travailler ensemble et produire des solutions intelligentes. Parce qu'au fond, tous ces acteurs vivent les mêmes réalités et les mêmes problèmes. Donc autant de questions que vous retrouvez dans le cours qui vous montrent que certains sujets tels qu'ils sont présentés aujourd'hui sont des anciens sujets qui ont été débattus, des publications existent, je vous invite à les lire, mais surtout nous amènent à comprendre que l'action humanitaire est une action qui est confrontée à de nombreux dilemmes et à de nombreux défis. Prenez besoin de vous rappeler que la responsabilité des acteurs humanitaires est écrasante, comme l'est également la responsabilité de leurs partenaires étatiques, des autorités locales, des autorités des forces de défense et de sécurité, etc. etc. Parce que c'est dans cette conjonction au profit des victimes que se déploie une action humanitaire de qualité. Je vous remercie. La troisième vidéo de ce séminaire portera donc sur les approches opérationnelles de l'action humanitaire.